S'agissant de la représentation à l'occasion d'un contrat entre deux personnes, ici A et C, une troisième personne va intervenir, B. Cette personne va négocier, voire même conclure, le contrat à la place et au nom de l'une des parties, auprès de l'autre. B représente dans ce schéma A et est donc appelé le représentant. Et la personne qui le représente, A, le représenté. Quant à l'autre partie au contrat, C, il s'agira du co-contractant. Dans la mesure où le représentant engage juridiquement une autre personne, il doit donc en avoir le pouvoir. Ce pouvoir peut lui être donné par la loi, c'est le cas par exemple du pouvoir d'administration légale des parents au nom de leur enfant mineur. Le représenté sera alors l'enfant et le représentant l'un des parents, voire les deux. C'est également le cas des dirigeants de société au regard des relations qu'ils entretiennent avec leurs partenaires. Ainsi, le gérant ou le président, le représentant, engagera juridiquement la société qu'il représente. Mais ce pouvoir peut également être donné par un acte juridique, comme un contrat ou une procuration. Ainsi, un dirigeant d'entreprise peut-il transférer une partie de ses pouvoirs de représentation à l'un de ses collaborateurs, en lui accordant une délégation de pouvoir. Mais plus généralement, il est possible de donner un mandat de représentation à toute personne pour que cette dernière puisse nous représenter. Dans cette hypothèse, la personne représentée est appelée le mandant et le représentant le mandataire. Enfin, le pouvoir peut être ordonné par un juge à l'occasion d'une procédure judiciaire, comme par exemple le pouvoir donné à un tuteur de représenter un majeur qui a perdu tout ou partie de ses facultés intellectuelles, le rendant juridiquement incapable, ou encore par exemple celui qui est donné à un administrateur le temps d'une procédure de sauvegarde judiciaire afin qu'il seconde ou remplace le dirigeant d'une entreprise qui connaît des difficultés. Mais si l'on s'en tient au cas du mandat, lorsque le mandataire a respecté le cadre des pouvoirs qui lui ont été confiés et a engagé le mandant, le contrat est valablement formé entre le mandant et le co-contractant et produira tous ses effets entre eux. Le mandataire, quant à lui, n'a pas à exécuter le contrat et il n'en est même pas garant de sa bonne exécution. En revanche, lorsque le mandataire a excédé les pouvoirs qui lui ont été confiés ou on a détourné l'objectif, on considère que ce dernier n'avait pas la capacité d'engager le mandant et faute de capacité, le contrat est nul. Mais en ce cas, le mandataire engage sa responsabilité civile extra-contractuelle auprès du co-contractant qui pourrait lui réclamer des dommages et intérêts si ce dernier, en toute bonne foi, ignorait tout de ce détournement ou de cet excès de pouvoir. Attention, la réforme du droit des obligations autorise désormais les co-contractants à exiger qu'un mandataire, et plus généralement toute personne qui en représente une autre, à justifier des pouvoirs qu'ils détiennent en cas de doute. Même si le contrat est nul, le mandant peut néanmoins ratifier, c'est-à-dire le confirmer a posteriori, ratifier le contrat qui théoriquement devait être nul et ainsi le valider définitivement. Attention, cette ratification est même obligatoire lorsque le mandataire, le représentant, semblait bien agir avec tous les pouvoirs nécessaires. Ce sera par exemple le cas d'un contrat conclu par le gérant d'une SARL, quand bien même les associés auraient soumis certains actes de représentation à l'approbation d'un ou de plusieurs autres associés. Dans cette hypothèse, le mandataire ou le représentant n'engage plus sa responsabilité auprès du co-contractant, mais bien vis-à-vis de la personne qu'il représente, à qui il peut devoir des dommages et intérêts.